Aujourd'hui pour ce webinaire de 30 minutes consacré au secteur de la banque, de l'assurance et des services financiers face aux derniers enjeux du Big Data. Nous reviendrons notamment sur un premier état des lieux. Comment les entreprises du secteur vont-elles pouvoir se différencier grâce aux technologies du Big Data? Ensuite, nous regarderons quels sont les cas d'usage typiques. Et enfin, quelles technologies utiliser et quelles bonnes pratiques mettre en œuvre. Pour débuter ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter Emmanuel Dubois, cofondateur d'Indexima. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Je suis Emmanuel Dubois, cofondateur et directeur général. Je pilote la relation avec nos clients et le marketing chez Indexima. Alors, le secteur bancaire, comme l'ensemble des industries, a vu les données exploser depuis ces 10 dernières années. Je vous propose de partager notre point de vue sur les enjeux de Big Data pour les banques et les assurances. En intro, on peut déjà se poser la question suivante. Pourquoi les banques et assurances auraient-elles intérêt à tirer parti des Big Data? C'est un secteur régulé, donc assez peu ouvert à la compétition. Et pendant la crise de 2008, elles ont tenu, même aidées par les États, car too big to fail. Pourtant, quelques années après, on a l'impression que plusieurs choses ont changé. D'abord, une nouvelle crise financière provoquerait-elle un support aussi massif des États? Pas sûr. D'autre part, les fintechs ont envahi le secteur finance. Près de 50 milliards d'euros ont été investis dans le domaine entre 2010 et 2015. Pourquoi faire et avec quel risque potentiel pour les établissements traditionnels? Les banques commencent à prendre conscience que les années d'or sont peut-être derrière elles. L'heure de la compétition a sonné, compétition entre elles, mais aussi avec les fintechs. Dans ce contexte, pourquoi une meilleure exploitation des big data peut être une des solutions pour ces institutions financières? On va voir que la donnée permet de mieux comprendre le client. Mieux comprendre son client, c'est mieux lui vendre et plus. 2, que la donnée permet de faire des grosses économies de structure en digitalisant et en automatisant les process internes avec un meilleur pilotage des risques métiers. Ensuite, l'exploitation de cette profusion de données nécessite clairement un chef d'orchestre et de bons musiciens. Mais revenons quelques instants sur l'exploitation de la donnée, quelques exemples de cas d'usage. Beaucoup des activités bancaires, encore aujourd'hui, sont organisées autour du produit et non du client. Comment cela se traduit-il? Je suis en face de mon banquier car j'ai pris rendez-vous pour parler emprunt et je comprends au fil du rendez-vous que son seul objectif est de me vendre une assurance vie car c'est son objectif du mois. Il y a clairement de vastes besoins à combler. Les cas d'usage du big data pour mieux exploiter la connaissance client sont largement sous-exploités. D'abord, par une meilleure segmentation de clientèle. Mieux comprendre ses clients passe par la capacité à les regrouper. Regrouper les clients en segments distincts, définis par des ensembles de données pouvant inclure les données démographiques, les transactions quotidiennes faites par les clients, les modes d'interaction en ligne, téléphonique ou en face-à-face, ou encore des données externes telles que, par exemple, la valeur de leur bien immobilier. Qui n'a pas reçu une promotion pour un service bancaire totalement décalé par rapport à ses besoins? À partir d'une meilleure segmentation, on peut ainsi beaucoup mieux adapter les promotions et les campagnes marketing ciblées sur chaque segment. Cela peut être fait avec la complémentarité d'un bon service en ligne, de surcroît optimisé grâce aux bots. Les bots peuvent être d'ailleurs grandement facilitateurs dans la gestion des tâches au quotidien du client. Il peut répondre aux questions et aux besoins simples. Les bots conseillers peuvent également aider les clients dans leur choix d'investissement en s'appuyant par exemple dans la comparaison peer-to-peer ou en s'appuyant sur les habitudes d'achat du segment. De plus, il s'appuie en général sur une analyse du risque objectif sans biais humain avec le fameux conseiller commercial et ses objectifs décalés. Ensuite, avec le temps, le bot peut collecter beaucoup d'informations sur le comportement client, les besoins et son feedback.
Plus les informations sur les clients sont précises, plus les algos de recommandation du prochain produit à proposer seront précises. On peut également imaginer rapprocher les profils de prospects avec ceux des clients existants et relier les achats des uns et les besoins des autres. Utiliser toutes ces données pour vraiment augmenter le cross et l'upselling. C'est un cercle vraiment vertueux. Au fur et à mesure de la collecte de données et d'informations, les BASF peuvent vraiment intégrer les données externes non structurées à leurs données internes, issues par exemple des profils des réseaux sociaux, et ainsi se constituer une image vraiment complète des besoins du client. Ces informations permettent de créer des produits financiers beaucoup mieux ciblés, quasi coûts humains. Ce n'est pas très étrange d'ailleurs si une étude conduite par Oracle fait apparaître que 84% des cadres interrogés s'accordent à dire qu'ils recherchent une expérience beaucoup plus personnalisée et vraiment sur mesure. La capacité à offrir ce dont ils ont besoin peut vraiment augmenter les revenus de près de 18%. Les big data dans les banques et les assurances sont clairement une source incroyable pour mieux connaître les clients, pour trouver de nouvelles façons de répondre à leurs besoins, d'être beaucoup plus proches, clairement offrir beaucoup plus de valeur. Le deuxième cas d'usage est l'exploitation et l'optimisation des processus internes au sein des banques et assurances, qui permettent des gains incroyables de productivité, notamment par une forte automatisation des process. On peut citer, par exemple, l'optimisation du risque emprunteur. L'analyse de données volumineuses est un magnifique outil d'aide à l'évaluation du risque de crédit. Pour décider de la poursuite ou non d'une offre de crédit avec un client ou d'un prospect et de permettre de raccourcir le cycle de décision qui est encore de plusieurs semaines à ce jour dans beaucoup de banques. Prévoir le risque de défaut de paiement des prêts et de recommander des stratégies plus adéquates. Anticiper les emprunteurs qui vont faire défaut et ceux qui vont rembourser à temps. Avec ces informations, les banques peuvent mieux adapter leur stratégie de recouvrement, de gestion de prêts et vraiment améliorer les taux de paiement dans des délais impartis. Fournir des prévisions d'alerte en quasi temps réel du passif pour identifier les risques potentiels avant qu'un défaut ne survienne et limiter ainsi le risque. Mais aussi, analyser les transactions issues des cartes bancaires est également un vaste champ des possibles. En analysant les flux de données, les technologies de reconnaissance de tendances de compte et élaborer des stratégies pour les comptes en souffrance et par anticipation. Enfin, tout ce qui recouvre les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent, les activités de financement, la lutte contre le terrorisme. Tout ça en identifiant les anomalies de transactions, les activités suspectes à l'aide des données transactionnelles, mais aussi en les combinant avec des listes noires et des données géographiques. Enfin, Internet, mais également la digitalisation, a fait naître des besoins quasi inépuisables d'innovation dans le secteur banque et assurance. Et on le voit à travers les investissements effectués dans les fintech, rien qu'en 2018. Près de 28 milliards de dollars ont été investis au premier semestre 2018, soit déjà plus en 6 mois que pour l'ensemble de l'année 2017. Et que font les startups de la fintech ? Ils proposent des services financiers ultra personnalisés, en ligne ou sur mobile, continuellement disponibles, très orientés clients. Des décisions de crédit automatisées sous 12 heures, 24 heures, en évaluant le risque client avec des renseignements concernant l'âge, le revenu, l'adresse, le garant, le montant du prêt, l'expérience professionnelle mais également l'historique des transactions. Un signe de l'importance de l'innovation dans ce secteur, toutes les GAFAM et autres BATX ont lancé leurs propres services financiers novateurs. Banque et paiement en ligne sur mobile, virement de fonds, prêt personnel, gestion de compte d'épargne, prêt en peer-to-peer, assurances diverses. Toutes ces innovations se nourrissent de la donnée pour naître, vivre et se développer.
Cela peut constituer une menace claire à terme pour le développement et la croissance des acteurs traditionnels. Elles doivent donc se préparer à une concurrence beaucoup plus rude, soit par le rachat de ces fintechs par des concurrents, ou soit par l'émergence de monstres financiers chez les GAFAM qui pourront probablement résister à la régulation. Une étude récente du Gartner revient sur les priorités des directeurs des services informatiques du secteur. Les top 3 des priorités business déclarées par les DSI sont 1. La transformation numérique, priorité absolue pour 26% des répondants. La croissance des parts de marché constitue une autre priorité pour 25%. Et enfin, l'amélioration de la rentabilité et l'orientation client. Comme on l'a vu, les cas d'usage sont directement liés aux principales préoccupations des DSI. Et de ce fait, une meilleure exploitation de la data se retrouve au cœur de leurs préoccupations pour permettre de créer de nouvelles opportunités commerciales, de générer plus de revenus, de prévoir les tendances futures et d'optimiser les efforts opérationnels internes. Et pour y parvenir, les technologies de business intelligence et d'analytique représentent la priorité numéro 1 en matière d'investissement. Alors maintenant, qu'est-ce que ça recouvre exactement ? En fait, les dernières évolutions technologiques en matière d'analytique les classent en 3 grandes catégories. D'abord, les plateformes de Modern BI. Les technologies de Modern BI sont nées pour faire face aux exigences en termes de flexibilité, d'accès rapide aux données et d'analyse perfectionnée. Le terme d'ailleurs Modern BI fait référence aux dernières pratiques en termes de gouvernance de la donnée, en séparant clairement les responsabilités au sein des organisations. Tout ce qui est gouvernance centralisée par le service informatique, on parle de stockage, garantie des accès, sécurité, etc. Par contre, l'analyse des données est décentralisée dans les métiers, avec pour objectif possibilité d'effectuer des itérations rapides autour de données pertinentes et complètes. Ensuite, on parle d'analytique prédictive. L'analyse prédictive est une forme d'analyse plus avancée qui utilise les données historiques, mais également plus récentes pour prévoir l'activité, pour prévoir le comportement, et prévoir les tendances futures. Cela implique d'appliquer des techniques d'analyse statistique, mais aussi des algorithmes de machine learning complètement automatisés aux ensembles de big data afin de créer des modèles prédictifs, prescriptifs et de construire des scénarios conditionnels tels que quelle serait l'évolution de mes ventes de crédit à l'avenir et de placement en Allemagne, par exemple, en cas de changement de fiscalité. Enfin, on parle d'analyse augmentée. L'analyse augmentée, c'est une approche complètement automatisée de l'analyse, grâce notamment au machine learning et au langage naturel. Ça mixe les deux et ça annonce vraiment la prochaine révolution du marché des données et des analyses. Alors maintenant, comment mettre en œuvre de façon concrète ces différents champs du possible de l'analytique au sein des équipes et pour quelle population ? Tout d'abord, 2 constats sur l'utilisation de l'analytique dans les organisations. 1. Les experts en BI, les analystes métiers, les statisticiens sont aujourd'hui les principaux utilisateurs de la donnée, avec des analyses d'ailleurs assez avancées, voire prédictives. Ces professionnels dominent l'adoption et l'utilisation des applications de BI et d'analyse prédictive. Cependant, les cadres et managers utilisent très peu la donnée encore dans leurs décisions quotidiennes. Or, une étude du MIT dit que les organisations dont les décisions sont tirées par l'analyse de la donnée sont beaucoup plus productives et beaucoup plus profitables. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place une organisation data-driven et quels critères pour choisir sa plateforme technologique ? Alors, on a là un modèle assez classique qui reprend un modèle de décision basé sur les données. Que peut-on en tirer comme enseignement ? Les entreprises priorisent souvent des fonctionnalités et cherchent des technologies un peu miracles pour répondre aux défis de la BI. Alors, un modèle se crée d'abord avec une définition claire des objectifs.
Elle doit permettre de choisir les bons outils et technologies d'analyse prédictive. Elle nécessite une stratégie qui met en place des indicateurs clés de performance, des KPI, et ils doivent être clairs. Ensuite, l'accès aux données, c'est-à-dire recueillir les bonnes données. Pour les fintechs, la collecte des données commence au premier jour. Jacques Dorsey, co-créateur fondateur de Twitter, a dit un jour aux élèves de Stanford, pendant les 2 premières années de la vie de Twitter, nous basions un peu tout sur notre intuition sans dashboard. Et c'est la première chose que j'ai fait en arrivant chez Square, c'est de mettre en place un tableau de bord avec une discipline pour tout enregistrer et tout mesurer. La collecte et l'accès aux données est vraiment crucial pour les grandes organisations financières qui gèrent déjà un patrimoine colossal, un historique colossal, et qui continuent à accumuler des millions de nouvelles données chaque mois. Un modèle d'accès et de collecte agile est donc fondamental. Alors, bien entendu, il faut se poser de bonnes questions. Mais souvent, l'analyse des premières réponses amène à se poser de nouvelles questions. Et les nouvelles réponses obtenues, de nouvelles questions. D'où, plusieurs fois dans le cycle, des itérations autour de l'analyse par les équipes data pour comprendre, appréhender, maturer la donnée. Que signifient ces multiples itérations autour de la donnée pour le choix de la plateforme technologique? C'est clair, de la souplesse. En effet, le data flow doit lui aussi être agile pour supporter ces itérations successives, pour élargir la recherche ici, creuser telle ou telle donnée dans le détail là. C'est vraiment un des points majeurs à travailler pour les organisations, car les chaînes traditionnelles BI ont été rigides par le passé, car elles étaient tout simplement construites sur des besoins de rapport qui eux-mêmes étaient figés dans le temps. Et là, c'est un vrai changement de paradigme. Le data flow des organisations data-driven doit être souple pour supporter ces itérations successives et rapides. Et pourquoi rapide? Tout simplement parce que les décisions doivent être de plus en plus rapprochées dans le temps. Les mois à attendre ne sont plus tolérables par les métiers. On parle en minutes, voire en secondes. Alors, le processus doit prendre en compte les biais de l'humain, c'est-à-dire éviter de construire l'analyse en fonction de ce que l'on veut faire dire à la donnée. La lutte contre les biais de l'analyse passe par un accès au plus grand nombre et privilégier le partage dans l'analyse. Ne plus laisser la donnée qu'à certains privilégiés, en fait. En conclusion, pour être data-driven, le choix d'une plateforme analytique, telle que la Modern BI ou l'analytique prédictive, repose sur 3 éléments clés. 1. Une stratégie et des KPI. 2. Un accès élargi au plus grand nombre. 3. Une plateforme capable de supporter un modèle souple et rapide. Et il faut dire que ce n'est pas vraiment une chose facile en milieu financier. En effet, on parle de données massives qui évoluent tous les jours dans des contextes extrêmement contraints par le régulateur. RGPD n'a pas facilité la chose, mais également lié à des institutions qui légitimement souhaitent sécuriser l'accès aux données. Cela nécessite souplesse et robustesse. Et c'est justement la mission d'Indexima avec son Data Hub. Indexima a pour mission de mettre la donnée au cœur des organisations data-driven. Les bénéfices clés du Data Hub que recherchent nos clients avec Indexima sont de 3 types. 1. Avoir des tableaux de bord qui se chargent en moins d'1 seconde, quel que soit le volume de données, et permettre ainsi au maximum de collaborateurs de faire du dashboarding instantané sans d'incessants allers-retours avec l'IT. 2. Permettre à la DSI de diviser les coûts d'infrastructure analytique et notamment de RAM très consommateurs par 20. Enfin, Indexima est agnostique
de toutes les données de l'entreprise, de toutes les sources de données et des solutions de BI, car la donnée est diverse en sources dans les banques et les assurances, et les solutions de BI plurielles. Merci beaucoup, Emmanuel. Comme nous l'avons vu, Indexima permet donc aux entreprises d'accéder en instantané à l'ensemble de leurs données. Indexima accompagne aujourd'hui les entreprises parmi lesquelles les leaders du secteur banque et assurance, mais également de l'IoT, des médias ou encore de la distribution. L'ensemble de l'équipe reste à votre disposition pour tout complément d'information. Très bonne journée à tous et à très bientôt.